Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur Al24 News à la une de l'actualité de ce 13h. Prévu le 6 décembre, la publication de la liste définitive des candidats à la présidentielle libyenne a été reportée. L'annonce est faite par la Haute Commission nationale électorale libyenne. Ouverture aujourd'hui du 60e sommet de la CEDEAO à Abuja, au Nigeria. Au programme de ce sommet, la situation au Mali et en Guinée ou encore la lutte contre le terrorisme. Coopération algéro-croate, un forum d'affaires se déroule aujourd'hui entre les patronats des deux pays. Un forum qui entre dans le cadre de la visite du ministre des Affaires étrangères et des Affaires européennes croate, Gordan Grilic, à Alger. Coupe arabe des nations, l'Algérie accède en demi-finale après une soirée éprouvante pour ses millions de fans. Prévu le 6 décembre, la publication de la liste définitive des candidats à la présidentielle libyenne a été reportée. L'annonce est faite par la Haute Commission nationale électorale libyenne. Les raisons invoquées relèvent plus de l'ordre technique que de l'ordre politique. Leila Guertal. L'annonce était effectivement attendue le 6 décembre, mais a tardé à venir. À moins de 2 semaines du rendez-vous électoral, la Haute Commission électorale libyenne annonce que la liste des noms ne sera pas dévoilée de sitôt. Les raisons invoquées sont la volonté de s'assurer que toutes les voies de recours soient dûment épuisées et que, je cite, ces décisions soient conformes au jugement rendu. Ces raisons peuvent constituer en effet une raison valable de report, mais sont-elles réellement la seule raison pour que cette liste prenne plus de 2 semaines à être connue après la validation des derniers recours, des appels et des décisions de tribunaux? Ou ce report cache-t-il quelque chose de plus important derrière? Pour comprendre, un rappel s'impose. Le 24 novembre dernier, la commission électorale du pays a annoncé une liste préliminaire de 73 candidats à la présidence, dont 25 exclus. Après, les recours des noms comme celui de Saif al-Islam al-Kadhafi a été rétabli, mais depuis, on n'en sait pas plus sur la liste définitivement établie et les noms retenus. La commission craint-elle des réactions inattendues avant d'annoncer le début de la campagne électorale présidentielle et donc la liste définitive des noms? Quoi qu'il en soit, les retards d'annonce et les demandes de report successives du scrutin dans sa globalité jettent le discrédit sur ces élections présidentielles et font redouter le scénario de 2014 d'une division de la Libye en 2 blocs. Ouverture aujourd'hui du 60e sommet de la CEDEAO, Communauté des États d'Afrique de l'Ouest, à Abuja, au Nigeria. Au programme de ce sommet, la situation au Mali et en Guinée. Autre question qui sera abordée, la lutte contre le terrorisme. Plus de détails avec Amin Tota. Un 60e sommet de la CEDEAO pour les dirigeants ouest-africains à Abuja, au Nigeria, où il sera question des dossiers sécuritaires dans la région, mais aussi les derniers développements en Guinée et au Mali. Bamako a été suspendu de l'organisation intergouvernementale après le coup de force survenu au mois de mai 2021, entraînant la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Un scrutin présidentiel et législatif est prévu dans le pays le 22 février 2022. Situation similaire en Guinée qui a vu son adhésion suspendue depuis le mois de septembre après la destitution d'Alpha Condé. Sur le plan développement et économie, la CEDEAO revient sur l'ancien dossier de la monnaie unifiée. L'institution continentale avait déjà mis en place lors du dernier sommet une feuille de route pour faire avancer le processus de la monnaie unique ECO. Projet adopté par les membres sur 2 phases de réalisation. Pour rappel, la monnaie unique dans cette région était un projet depuis plusieurs décennies qui n'a pu être réalisé pour plusieurs raisons. La question de la réouverture des frontières sera aussi à l'ordre du jour avec une évaluation sanitaire et sécuritaire de la situation.
Et en parlant de l'aspect sécuritaire, une explosion s'est produite hier samedi au sud de la Somalie. Au moins une personne a été tuée et 4 autres blessés. La bombe a été placée à proximité d'un café populaire au centre de la ville de Johar. Le mouvement rebelle Al-Shabaab a revendiqué dans un bref communiqué la responsabilité de l'attentat. Les derniers exercices militaires conjoints entre les États-Unis et l'entité sioniste pour une éventuelle attaque contre l'Iran ne passent pas du côté de Téhéran. Un haut responsable militaire iranien a mis en garde samedi et prévenu d'un prix élevé à payer en cas d'agression. Dans le même temps, le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré samedi que Téhéran était sérieux dans ses discussions avec les puissances mondiales visant à sauver l'accord nucléaire de 2015, a rapporté l'agence de presse officielle IRNA. Au Yémen, au moins 5 personnes seraient mortes dans l'explosion de 2 véhicules civils dans le gouvernorat d'El Djouf, dans le nord du pays, selon 2 communiqués d'un observatoire des droits humains non gouvernemental au Yémen. Les 2 véhicules ont explosé suite à leur passage sur des mines anti-véhicules. Les Houthis sont pointés du doigt. Jusqu'à l'heure actuelle, aucun commentaire n'a été émis par le groupe Houthi concernant les 2 communiqués publiés par l'observatoire des mines. Retour en Algérie et retour sur une date clé de la guerre de libération nationale, les manifestations du 11 décembre 1960. Une conférence débat s'est tenue justement hier au siège du journal Al-Moudjahid. Pour l'occasion, Safwan Ben Sabri était sur place. Pendant la nuit, 61 ans plus tard, les souvenirs sont encore vifs dans les mémoires de ceux qui ont assisté aux manifestations du 11 décembre 1960. Une date qui résonne encore plus d'un demi-siècle après les faits. C'est à l'occasion de la commémoration de cet événement majeur de la lutte pour l'indépendance qu'a eu lieu au siège d'El Moudjahid une conférence débat sur l'impact qu'ont eu ces manifestations sur la guerre de libération nationale. Plusieurs personnalités étaient présentes à ce rendez-vous, parmi eux Mohamed Bounana qui a rappelé les conséquences de ce soulèvement sur l'ordre colonial établi. Les manifestations du 11 décembre ont contribué à dégrader l'ordre colonial, à démanteler l'ordre colonial établi par les autorités colonialistes françaises. Le thème des archives de la guerre de libération a aussi été abordé lors de cette conférence, un sujet d'actualité étant donné les déclarations récentes de la ministre de la Culture française, Roselyne Bachelot, sur la réouverture des archives de guerre. Monsieur Bouchalfa Amazit, journaliste spécialiste dans l'histoire de la guerre de libération nationale, s'est prononcé sur la question. Les pays colonisés ont droit de recouvrement de leurs archives. C'est un droit et s'il faut porter ça devant les instances internationales, il faudra porter ça devant les instances. Mais nous n'allons pas continuer à mendier une partie de notre histoire, une partie de nous-mêmes. Une chose est sûre, l'histoire complète et impartiale du long chapitre de la colonisation n'a pas encore été écrite. Elle dépend notamment de la participation de tous les acteurs qui ont pris part à celle-ci. Le ministre croate des Affaires étrangères, Gordan Grilić Radman, en visite à Alger, a été reçu par le ministre des Affaires étrangères, Lamtala Mamra. Cette visite de travail vise à renforcer les liens traditionnels d'amitié entre les 2 pays et la coopération économique bilatérale. Les détails avec Sofiane Barouti. cette visite est une première à un tel niveau. Le ministre des Affaires étrangères et des Affaires européennes de la République de Croatie a conduit à Alger une délégation composée principalement d'hommes d'affaires. Cette rencontre et cette visite du ministre des Affaires étrangères croate est la première du genre en Algérie. Il y a eu déjà auparavant une visite du ministre des Affaires algérien à Zagreb. La rencontre d'aujourd'hui a été préparée par de nombreuses réunions et par des échanges politiques. Non seulement la Croatie, mais l'Union européenne regarde l'Algérie comme un partenaire important. Et pour nous, il est capital de coopérer plus étroitement avec nos voisinages de la rive sud. Nous sommes membres de l'Union pour la Méditerranée et nous nous sommes aussi rencontrés à Barcelone.
Le chef de la diplomatie algérienne est revenu sur les principaux axes de cette visite, dont le point de presse qui a suivi la réunion conjointe. Il a à ce propos évoqué la perspective d'optimisation des échanges autour des principaux dossiers politiques d'intérêt commun. Historiquement, la Croatie était une partie de la Yougoslavie et on partage un nombre de principes et d'objectifs du mouvement des non-alignés, dont l'Algérie est membre fondateur, représenté par le GPRA, et la Yougoslavie dirigée par le maréchal Tito. Pour sa part, M. Gordan Grilic Radman a exprimé la volonté de son pays vers l'affermissement des relations avec l'Algérie, notamment concernant le partenariat économique et commercial. Il a aussi souligné le rôle central que joue l'Algérie sur l'échiquier afro-européen. Pour nous, c'est très important de voir la paix et la stabilité et de trouver des solutions aux conflits environnants à travers le dialogue. M. Ramtan Lamamra a également rappelé l'attachement de l'Algérie à la concrétisation des décisions du dernier sommet Union africaine-Union européenne célébré récemment dans la capitale rwandaise Kigali. Nous avons participé, moi et mon collègue, au dernier sommet de Kigali et nous avons élaboré des propositions pour le prochain sommet présidentiel Union africaine-Union européenne qui se déroulera à Bruxelles au mois de février prochain. Nous espérons que ce rendez-vous pourra construire les perspectives de partenariat stratégique afro-européen. Cette visite inaugure une nouvelle séquence du dialogue entre l'Afrique et le vieux continent. Le ministre croate qui est venu accompagné d'une délégation d'hommes d'affaires. La visite se poursuit donc ce dimanche avec la tenue d'un forum d'affaires entre les patronats des deux pays au niveau du siège de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie. Des travaux initiés hier lors d'une séance de travail entre le chef de la diplomatie croate et son homologue algérien, Ramtan Lamamra, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, qui d'ailleurs a évoqué la possibilité de voir la visite de son hôte croate couronnée par la signature d'une autre convention portant création d'un conseil d'affaires algéro-croate. Pour en parler, nous avons en direct avec nous Kherdin Bettache, notre journaliste Kherdin Bettache, qui était ce matin à la Chambre algérienne de commerce et d'industrie. Bonjour Kherdin. Oui, bonjour Riyad. Alors la diplomatie économique algérienne se met encore une fois en ordre de marche. Il y a ce forum d'affaires algéro-croate organisé par la Chambre algérienne de commerce et d'industrie et qui a été ouvert par les deux chefs de diplomatie, Ramtan Lamamra et son homologue Gordon Grilic. Donc au cœur des débats aujourd'hui, la coopération dans divers secteurs, notamment ce qui constitue la force de l'économie croate, à savoir le tourisme, l'industrie navale, l'agriculture ou encore le domaine des TIC. Ce forum d'affaires qui devrait déboucher sur un conseil d'affaires bilatéral. Les deux ministres ont par ailleurs insisté sur le caractère sérieux de la démarche bilatérale, notamment dans un contexte de diversification des partenariats et des opportunités d'affaires avec les pays de l'Union européenne. Cette visite de la délégation croate sera clôturée par une rencontre avec le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui accueillera normalement aujourd'hui, dès cet après-midi, le chef de la diplomatie croate, donc, je disais, en clôture de cette visite. Merci Kherdin pour toutes ces informations. Nous y reviendrons lors de l'édition de 19h. Et économie, toujours, plus de 3000 femmes chefs d'entreprise ou porteuses de projets ont pris part à la première édition du Forum international de la femme, un forum organisé par la Confédération générale des entreprises algériennes. C'est un sujet signé Iman Merat. Ce samedi, s'est tenue la toute première édition du Forum international de la femme au Centre de conférences internationales d'Alger.
Organisée par la Confédération générale des entreprises algériennes et parrainée par le président de la République algérienne Abdelmajid Tebboune. Cette rencontre qui a regroupé 58 wilayas et 222 femmes du monde entier présentes en Algérie, de la Jordanie, du Liban, d'Irak, Syrie, Palestine, Égypte, de partout, même le Japon et l'Inde. Je les remercie à cette occasion. Cette rencontre sera axée sur 7 panels. Un forum sous le thème de la contribution de la femme algérienne à l'économie du pays, s'étalant sur 2 jours. Ont pris part à cette rencontre des femmes entrepreneurs, des start-up, des micro-entreprises ainsi que les autorités publiques. Nous sommes ici avec notre sœur en tant que femme et en deuxième lieu pour le rôle que joue la Confédération pour les femmes et l'économie nationale. En tant que ministre de l'Environnement, vous avez suivi notre intervention sur l'économie verte qui est synonyme d'avenir. Une première journée marquée par la présence d'un parterre de personnalités de marque. Au programme, des débats, des allocutions en présentiel et en visioconférence sous plusieurs panels et sur diverses thématiques. Les femmes sont des moteurs essentiels de la croissance, de l'innovation et de l'emploi. Elles contribuent grandement à l'économie, que ce soit au sein des entreprises, comme entrepreneuses ou travailleuses, et par le travail non rémunéré à la maison, où elles s'occupent de leur famille, alors que cela n'est malheureusement pas toujours une responsabilité partagée. Il s'agira de formuler des propositions concrètes et d'identifier les handicaps socio-culturels et sociologiques qui freinent les efforts de la femme dans le processus du développement socio-économique du pays. Direction l'Espagne, Madrid annonce des réductions de taxes et TVA importants et accorde des facilitations importantes afin d'attirer les investisseurs et porteurs de projets espagnols et étrangers exerçant leur activité grâce aux possibilités offertes par le télétravail. Mohamed Wali Ben Chaban. Le gouvernement espagnol a adopté en Conseil des ministres des mesures s'intègrent dans un vaste projet de loi sur les startups qui prévoit une série d'incitations fiscales pour les investisseurs souhaitant soutenir des jeunes entreprises du secteur technologique. L'objectif est d'attirer les talents locaux et étrangers en favorisant l'installation en Espagne des télétravailleurs durant 5 ans en profitant du régime fiscal des non-résidents, souligne le ministère espagnol de l'économie. À l'instar de l'Espagne, plusieurs pays ont adopté des mesures ces derniers mois pour profiter de la manne économique représentée par les nomades numériques, dont le nombre a fortement augmenté avec la généralisation du télétravail lié à la pandémie de Covid-19. En Croatie, une loi a ainsi été votée en printemps 2021 pour permettre aux étrangers hors Union européenne d'obtenir des visas de résidence d'un an et d'être exemptés d'impôts sur le revenu. En Géorgie, un visa a été créé pour permettre aux travailleurs touchant au moins $2 000 par mois de vivre durant 1 an dans le pays. Un modèle également suivi par la Thaïlande, l'Islande et le Costa Rica. La secrétaire d'État américaine adjointe chargée de l'Europe, Karen Dunfried, se rendra en Ukraine et en Russie la semaine prochaine pour des discussions sur l'escalade militaire à la frontière entre les 2 pays, où Moscou masse des troupes, a annoncé samedi le département d'État américain. Les États-Unis qui ont renouvelé samedi lors de la réunion du G7 à Liverpool leur appel à la Russie en vue d'une désescalade des tensions avec l'Ukraine, assurant que les grandes puissances occidentales étaient prêtes à imposer à Moscou des sanctions massives en cas d'attaque. Moscou, de son côté, a toujours réfuté une quelconque préparation à une attaque contre l'Ukraine. En Autriche, une nouvelle mobilisation contre la vaccination obligatoire a réuni samedi des dizaines de milliers de manifestants. À partir du mois de février, les résidents autrichiens âgés de 14 ans et plus devront être vaccinés sous peine de se voir condamnés à une amende de 600 €. Neila Hamoud. Des mots forts, banderoles, pancartes à la main pour exprimer leur colère. Des milliers de personnes sont sorties dans les rues de Vienne en Autriche pour dire non à la vaccination obligatoire. Ils rejettent le confinement de ceux qui refusent toute injection. Selon la police,
Pas moins de 44 000 personnes étaient présentes. Au total, 24 rassemblements distincts étaient prévus dans la capitale autrichienne. Le parti d'extrême droite FPÖ organisant notamment une méga manifestation à 2 pas du palais Hofburg. Le confinement en vigueur dans le pays depuis 3 semaines prendra fin ce lundi. La levée des mesures de lutte contre le coronavirus ne concerne que les personnes vaccinées et celles qui se sont rétablies du Covid-19. Les non-vaccinés demeurent, eux, interdits de sortie. Dès dimanche, les théâtres, les musées et le secteur des loisirs pourront à nouveau ouvrir leurs portes. Les magasins suivront lundi. L'Autriche est le premier pays européen à avoir rendu la vaccination obligatoire. À ce jour, plus de 70% de la population s'est faite vacciner. Si ce taux est en augmentation, il est encore loin des objectifs escomptés. 2 premiers cas du variant Omicron ont été détectés sur l'île Maurice, sur une personne revenant d'Afrique du Sud et sur une autre dont le conjoint séjournait dans ce pays, a annoncé vendredi le ministre de la Santé. Les 2 patients positifs au variant Omicron étaient asymptomatiques durant le suivi médical. Ils sont restés sous surveillance et les tests effectués jeudi se sont révélés négatifs. Ils sont déjà rentrés chez eux, a détaillé le ministre de la Santé, Kailash Jagutpal, lors d'une conférence de presse. Autre cas de contamination au variant Omicron détecté à Taïwan. Les autorités sanitaires taïwanaises ont annoncé samedi avoir recensé la première infection du nouveau mutant du coronavirus Omicron chez une passagère en provenance d'Afrique. Le centre de commandement central des épidémies de Taïwan a déclaré que la patiente était une trentenaire taïwanaise revenue le 8 décembre du royaume d'Eswatini, situé entre l'Afrique du Sud et le Mozambique. Elle a été placée en quarantaine dans un hôpital et les passagers qui se trouvaient avec elle à bord du même avion n'ont pas été infectés, indique la même source. Au Pakistan, un policier a été tué et un autre blessé des suites d'une attaque perpétrée par les talibans locaux. Les 2 policiers qui escortaient une équipe de vaccination contre la polio ont été surpris par 2 hommes à moto qui ont aussitôt ouvert le feu. Une attaque qui intervient un jour seulement après la fin d'un cessez-le-feu en vigueur depuis 1 mois dans le pays. Et puis, ces images pour le moins impressionnantes. Aux États-Unis, plusieurs tornades dévastatrices ont tout simplement balayé tout sur leur chemin dans l'État de Kentucky, faisant au moins 85 morts, un bilan qui risque de s'alourdir dans les heures qui suivent. Le bilan pourrait bien dépasser la centaine d'ici la fin de la journée, a déclaré le gouverneur Andy Beshear lors d'une conférence de presse. De son côté, le président américain Joe Biden a déploré l'une des pires séries de tornades de l'histoire des États-Unis. On reste aux États-Unis. L'enquête sur l'attaque du Capitole le 6 janvier dernier se poursuit. Jeudi 9 décembre, un tribunal a autorisé le transfert au Congrès de documents qui pourraient impliquer Donald Trump dans l'attaque de ses partisans contre le Capitole. Le tribunal, lui, laisse toutefois 14 jours pour adresser un recours à la Cour suprême des États-Unis. Plus de 300 témoins ont déjà été entendus dans cette affaire. Des dizaines de milliers d'Argentins sont descendus dans les rues de la capitale Buenos Aires pour manifester leur colère, pour s'opposer à l'accord de restructuration de la dette que le gouvernement argentin négocie avec le Fonds monétaire international. Faute d'accord, l'Argentine devra rembourser dès l'année prochaine 20 des 44 milliards de dollars prêtés par le FMI en 2018 à l'administration de Mauricio Macri. En vertu de l'accord de Nouméa, la Nouvelle-Calédonie vit sa 3e et dernière consultation sur l'accession à l'indépendance ce dimanche 12 décembre.
185 000 électeurs de l'archipel du Pacifique Sud étaient appelés aux urnes. Un scrutin qui a vu le boycott des indépendantistes qui estiment que le moment n'était pas bien choisi pour ce vote, le Covid-19 rendant impossible la tenue d'une campagne équitable. À 11h heure algérienne, le non était très largement en tête avec 96,1% des voix contre 3,9% pour le oui. Et en sport, il aura fallu attendre la séance des tirs au but pour départager l'Algérie et le Maroc en quart de finale de la Coupe arabe des Nations. Après 2 buts partout tout au long des 120 minutes de jeu et au bout d'un long suspense, la chance a finalement souri à l'Algérie. Un match où les millions d'Algériens qui ont suivi cette rencontre derrière leur petit écran sont passés par toutes les émotions possibles. Retour sur les temps forts de cette rencontre avec Mohamed Amin Abelkan. Et suite à cette victoire, les messages de félicitations ne sont pas fait attendre. En commençant par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, félicitations 1,5 million de fois. Champion, a écrit le président algérien. Le ministre des Affaires étrangères, Lamtan Lamamra, a fait de même dans un tweet. Le chef de la diplomatie algérienne a chaleureusement félicité la brillante et éclatante victoire de l'équipe nationale face au Maroc. Et juste après le coup de sifflet final de l'arbitre de cette rencontre entre l'Algérie et le Maroc, des milliers d'Algériens sont descendus dans les rues d'Alger et dans d'autres villes du pays pour fêter cette qualification. Même scène de liesse aussi à Paris, sur la plus belle avenue au monde, les Champs-Élysées. Je vous laisse apprécier ces images filmées par nos équipes. Culture pour clore cette édition. Hier soir, à la Cinémathèque d'Alger, a eu lieu l'avant-première du film Le Choix du Roi, qui a donné le coup d'envoi de la semaine du film norvégien. L'événement organisé par l'ambassade de Norvège a ravi les cinéphiles algérois. Amira Bicha. La Cinémathèque d'Alger a pris les couleurs de la Norvège le temps d'une semaine. Hier soir, les spectateurs ont été au rendez-vous pour l'avant-première du film Le Choix du Roi de Eric Popp, sorti en 2016, et un film de guerre biographique. On découvre dans le film le roi Haakon VIII et la famille royale norvégienne dans les jours de l'invasion allemande de la Norvège en avril 1940. Un film riche en événements où les spectateurs découvrent une facette de l'histoire norvégienne lors de la Seconde Guerre mondiale. L'ambassade de la Norvège en Algérie revient sur cette manifestation. Le but est de présenter le film norvégien, aussi la culture norvégienne, présentation de la société norvégienne et aussi notre histoire. Il s'agit d'une période là où la Norvège est entrée dans la Deuxième Guerre mondiale. Les Norvégiens espéraient d'être épargnés par cette guerre. Et l'invasion était vraiment un choc pour les Norvégiens. On voit un peuple qui est profondément pacifiste. On n'a pas vécu des guerres depuis 1814 en Norvège. C'était le grand choc pour les Norvégiens de se faire confronter à une invasion et prendre l'arme. Les journées cinématographiques se poursuivent jusqu'au 14 décembre avec la projection du film Cantique le 12 et Sonja the White Swan pour le 13. La journée du 14 sera réservée à la diffusion du film Le Choix du Roi pour ceux qui l'ont raté. Tous les films seront projetés à partir de 18h à la Cinémathèque d'Alger. Fin de cette édition, merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, la page météo présentée par Amel Amziane Zitouni. Ce soir, vous retrouverez Nabila Houssine pour l'édition de 19h. Bonne suite des programmes sur Al 24 News. À demain.